19h50, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, en marge de la 77e Assemblée annuelle des Nations Unies à New York, les premières dames d'Afrique se sont retrouvées pour une séance de travail pour élaborer un nouveau cadre d'action stratégique pour la période 2023-2027. Une nouvelle plateforme pour faciliter les transactions entre le gouvernement et le secteur privé vient de voir le jour. Elle a été lancée par le Premier ministre ce mercredi. Et puis au Sénégal, le maire de Dakar, Barthélémy Dias, condamné en appel à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes, dans le cadre d'une affaire d'homicide dont les faits remontent à 2011. Les premières dames d'Afrique se fixent de nouvelles priorités. En marge de la 77e Assemblée annuelle des Nations Unies à New York, l'OPDAD, Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, était au centre de la Fondation Ford pour la justice sociale hier mardi pour une séance de travail. L'objectif de cette rencontre pour les premières dames est d'élaborer un nouveau cadre stratégique et un plan d'action couvrant la période 2023-2027 pour répondre aux défis actuels et à venir. On écoute la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui s'est exprimée à cette tribune. Initiative tendant à permettre à nos sœurs de jouer des rôles clés, quel que soit leur domaine d'intervention. En plus de mes plaidoyers pour une meilleure représentativité des femmes leaders au poste de décision, à titre personnel, j'ai entrepris d'aider nos sœurs des secteurs informels à acquérir plus d'autonomie et de pouvoir de décision au sein de leur communauté. Et le groupe de téléphonie Orange a inauguré mardi soir son laboratoire 5G Lab à Abidjan, le deuxième de ce genre ouvert sur le continent. Et puis une annonce majeure, au cours de cet événement, la 5G sera lancée en Côte d'Ivoire avant 2024. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Salif Alekwe, Joseph Zécré. Le ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, a rassuré que la Côte d'Ivoire, qui accueille la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, va respecter le calendrier de déploiement de la 5G. Conformément à ses engagements, avant la compétition fixée en 2024. C'était lors de l'inauguration de Orange 5G Lab Abidjan, le deuxième laboratoire de ce genre ouvert sur le continent. Cette inauguration s'inscrit également parfaitement dans la feuille de route de la 5G que le gouvernement a adoptée il n'y a pas longtemps. C'était en 2021. Pour le lancement des réseaux et services mobiles de la 5e génération en 2023. Cela, bien entendu, en liaison avec l'organisation de la CAN. Le gouvernement a décidé d'achever l'ouverture des services mobiles 5G, donc avant le déroulement de cet événement. Et bien entendu, la nécessité d'opérationnaliser cette feuille de route de la 5G répond à un enjeu fort stratégique de notre pays. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, j'ai identifié cette feuille de route comme étant une de nos actions prioritaires. Ce 5G Lab est le premier espace d'expérimentation et de découverte de cette technologie en Côte d'Ivoire au service des entreprises. Cette inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs responsables de l'opérateur de téléphonie. Sa directrice générale revient sur l'importance de la 5G. Ces Orange 5G Lab sont des lieux de réflexion, de rencontre et surtout de créativité. On le constate depuis plus d'une décennie maintenant et cela continuera de se confirmer dans les années à venir. La plus grande richesse que nous apportent les solutions numériques et technologiques, ce sont les usages qu'elles nous permettent de créer. À travers le continent, plus de 48 millions de clients sont maintenant connectés en 4G, technologie disponible dans 17 des 18 pays où nous sommes présents. Cette tendance, qui croît de plus de 30% par an, témoigne de l'impatience des populations à bénéficier du meilleur de la connectivité afin de pouvoir profiter pleinement des bénéfices apportés par les solutions numériques. L'économie numérique en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Communication, contribue à environ 3% du produit intérieur brut pour un peu plus de 1,130 milliards de francs CFA générés, 3 000 emplois directs créés et un peu plus de 100 000 emplois indirects. Le ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara, et le ministre des Transports, Amadou Koné, se sont rendus sur différents chantiers d'infrastructures économiques dans le nord du pays, notamment le port sec de Ferkessédougou et l'aéroport de Korogo. La réalisation de ces travaux à fort impact économique devrait changer le visage du district des Savanes. Un sujet de Pierre Dipomela. Bureau et camp de base de l'entreprise chinoise Camplint en charge de l'exécution des travaux. Le site de recasement des populations déplacées et la zone d'exploitation du port sec, visité par le ministre d'État,
président du Conseil général du Tchologo, et le ministre des Transports, Amadou Koné. Coût des travaux, environ 300 milliards de francs CFA. Cette importante infrastructure économique qui va réduire le circuit d'approvisionnement de l'Interland à partir de Ferkessédougou sera livrée en fin 2024. Les travaux ont démarré comme vous l'avez constaté. Donc nous sommes venus avec M. le ministre d'État, président du Conseil régional du Tchologo, constater l'état d'avancement des travaux. Ce projet a nécessité donc le déplacement et la relocalisation de populations que je voudrais remercier à nouveau. C'est 4 villages qui sont concernés, qui ont accepté donc de fournir les terres donc nécessaires pour que ce projet se réalise. Et dans ce cadre, le projet a prévu de réinstaller ces populations. C'est 200 maisons qui sont en train d'être construites sur l'ensemble des projets, notamment la mise en place de la base vie. Nous sommes à plus de 90% d'exécution, de taux d'achèvement, de mise en place de la base vie. Nous envisageons de terminer tout ceci dans un délai maintenant de 24 mois. La création de 2000 emplois directs, 30 000 emplois indirects, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais, au nom de toutes les populations du Tchologo, dire au président de la République que notre joie est grande et notre reconnaissance est infinie à son endroit pour avoir posé cet acte majeur. Au nombre des infrastructures visitées, l'aéroport de Korogo, dont les travaux de rénovation prendront en compte la construction d'une nouvelle aérogare, d'un parking automobile, de l'extension et le renforcement de l'aire de mouvement des avions. Le ministre Amadou Koné a achevé sa tournée par une rencontre avec les acteurs du transport, premiers bénéficiaires du port sec. Cette infrastructure, qui est le port sec, va permettre au secteur du transport d'avoir, si vous voulez, un port avancé. Un port avancé dans le sens où beaucoup de manutentions vont se faire désormais ici à Ferké. Et ce qui va désenclaver et désengorger les infrastructures portières au niveau d'Abidjan et ou de San Pedro. Ces infrastructures dans le district autonome des Savanes vont transformer et créer un pôle économique dans la zone. Le projet du port sec de Ferkessédougou est structuré autour de 3 principales composantes: la construction d'un terminal d'import et export, la réalisation d'un dépôt d'hydrocarbures de 61 000 m3 et la construction d'un abattoir régional et d'un marché à bétail. Il est construit sur un site d'une superficie de 732 hectares, situé stratégiquement à environ 600 km d'Abidjan, 600 km de Ouagadougou et 600 km de Bamako, et desservi par le réseau ferroviaire et la route nationale A3. Une plateforme pour dématérialiser les documents administratifs, notamment en matière de paiement de la dette intérieure de l'État, a vu le jour. Cette plateforme devrait réduire le temps d'attente des fournisseurs de l'État pour leur paiement. Elle est dénommée e-fournisseur et elle a été présentée ce mercredi à la primature au secteur privé qui en sera le premier bénéficiaire. Pierre Dipomela, Mathurin Badé. Faciliter le paiement des factures des fournisseurs de l'État en réduisant le temps d'attente par la dématérialisation des documents administratifs. C'est ce à quoi va répondre la mise en place de e-fournisseurs, une plateforme numérique au profit des entreprises privées conçue par la SNDI, Société nationale de développement informatique. Il n'y a plus besoin de se déplacer au Trésor ou bien venir à la DGBR pour voir à quel niveau se trouve un paiement. Il suffit qu'une fois que le bon de commande a été exécuté, le PV signé, la facture émise par le fournisseur de l'État en question, une fois que cette facture est déposée là où elle doit être déposée au Trésor, le processus, le fournisseur peut désormais le suivre en ligne. Plus besoin d'intervention humaine, plus besoin d'aller solliciter X, Y, Z pour savoir à quel niveau se trouve le paiement. Ça se suit en ligne et comme ils l'ont dit, il y a un certain nombre de jours qui sont donnés à chacune des étapes. Donc ça permet en même temps aux fournisseurs de savoir est-ce que les délais de paiement auxquels l'État s'est engagé sont respectés, est-ce qu'ils ne sont pas respectés, et s'ils ne sont pas respectés, à quel niveau se trouve le blocage. Tous ces éléments sont désormais disponibles pour tout fournisseur de l'État de Côte d'Ivoire. Le nouvel outil qui suscite déjà beaucoup d'espoir chez les fournisseurs a été présenté officiellement au Premier ministre Patrick Hachi. Il n'est pas possible d'avoir un secteur privé qui se développe à la vitesse que nous souhaitons si nous-mêmes, l'État, nous ne commençons pas à améliorer la qualité des services que nous rendons. Et je veux ici faire la preuve que c'est un exemple qui démontre les efforts que l'État fait, puisque tous les acteurs du service public se sont prêtés à ce jeu-là.
Ça n'a pas toujours été très simple, il a fallu de la négociation, de la persuasion, mais je crois que tout le monde s'y est mis et il faut pouvoir se féliciter que pour moi, ça va transformer fondamentalement la relation entre l'État et le secteur privé, au moins en ce qui concerne prendre une commande publique et avoir la certitude qu'on va être payé, pouvoir négocier avec son banquier pour dire qu'il reste tant de jours, voilà, vous êtes capable vous-même sur simple portable que vous avez de montrer à votre banquier que vous êtes à la dernière étape. E-fournisseur est le résultat d'une synergie d'action entre les ministères concernés et le secteur privé. La mise en place du module e-fournisseur est une brique supplémentaire de notre point de vue à l'édifice qu'est le renforcement de l'automatisation et de la dématérialisation des processus de notre administration, en particulier en matière de gestion des finances publiques. Pour une entreprise, le délai court dès que la prestation est réalisée, puisqu'elle a nécessairement engagé des ressources pour la réalisation de cette prestation. Ce n'est malheureusement pas le cas lorsque le client est l'État, d'autant que rentre en ligne de compte, dans ce cas, l'étape souvent longue et non maîtrisable de l'engagement, de l'ordonnancement, de la dépense. Je crois que je serai le premier bénéficiaire de l'aspect pédagogique qu'offre cette plateforme, parce que très souvent, moi-même, je m'y perdais, parce que à travers les différentes étapes. Donc c'était une préoccupation pour les entreprises de pouvoir avoir une visibilité et un suivi sur ces différentes étapes. La création de cette plateforme s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la politique de communication du gouvernement avec le secteur privé, levier principal de la création de richesses, selon le Premier ministre. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est en visite à Paris où il a rencontré le secrétaire général de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Les deux hommes ont évoqué les défis actuels auxquels font face les gouvernements, notamment le bouleversement du climat, le chômage des jeunes, ainsi que la guerre en Ukraine. Je vous propose d'écouter Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et puis ce mercredi, à son cabinet, le ministre Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, a rencontré l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile. Au menu de la rencontre, problématique de la qualité des services proposés. Moussa Nikemia, Eric Kimo. Les prestations des opérateurs de téléphonie mobile, dont la qualité est décriée par les utilisateurs en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de cette rencontre, organisée par le ministre Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Reconnaissant les défaillances reprochées, ces acteurs promettent des améliorations. Je pense que le diagnostic, il est connu, il a été fait maintenant. Il est de savoir qu'en fait, qu'il y a un certain nombre de causes qui constituent la dégradation de services aujourd'hui. Donc ensemble et collectivement, on a essayé de trouver les voies et moyens de minimiser la peine pour les consommateurs. Donc je pense que c'était une réunion fructueuse avec le régulateur également. On se met sur la bonne voie pour trouver les voies et moyens pour améliorer drastiquement la qualité de service et dans la durée surtout. La RTCI, autorité de régulation de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, affirme sa détermination à accompagner les opérateurs dans l'amélioration de leurs services dans les meilleurs délais. Nos concitoyens aujourd'hui constatent une très mauvaise qualité des services des réseaux mobiles. Les instructions claires ont été données pour que d'ici la fin de l'année, en tout cas, la RTCI prenne les dispositions avec l'implication des différents opérateurs pour que la qualité de service soit améliorée et que nos concitoyens puissent constater donc cette amélioration de cette qualité de service avec une meilleure implication donc des opérateurs qui sont les premiers responsables de cette qualité de service-là. Pour le ministre Amadou Coulibaly, les usagers qui paient les services ont droit à des produits de qualité. Je veux inviter en tout cas nos concitoyens à nous faire confiance, à savoir que ce problème est pris très au sérieux et que très bientôt, à la suite des concertations que nous aurons eues, mais également à la suite de la mise en œuvre des solutions qui ont été proposées lors de cet atelier en mai, nous aurons très bientôt, en tout cas nous l'espérons, une amélioration de la qualité du réseau de téléphonie mobile. Dans un rapport publié par la RTCI en juin dernier,
c'est plus de 46 millions d'abonnements sur toute l'étendue du territoire national. Cette rencontre fait donc suite aux inquiétudes de millions de populations souffrant de la qualité des services proposés. Et à présent, un mot de santé avec une infection bien connue, ces pustules qui se forment généralement sur la partie inférieure du cuir chevelu. Cette maladie est appelée l'acné kéloïdienne. Depuis des années, la croyance populaire l'attribue au manque de soins des tondeuses. Pourtant, selon les dermatologues que nos équipes ont rencontrés, cette pathologie est plutôt d'ordre génétique. Toutefois, d'autres affections peuvent être causées par du matériel de coiffure mal entretenu. Mytilène Légré, Tanguy Conin. En Côte d'Ivoire, plusieurs hommes souffrent de l'acné kéloïdienne, une inflammation de petits boutons observée au bas de la nuque ou du menton. Pendant plus de 15 ans, cet homme a été victime de cette pathologie. Aujourd'hui, il est regardant sur le choix des salons de coiffure et les outils qui y sont utilisés. J'assiste à la désinfection de la machine. Généralement, c'est l'alcool, le javel, c'est ces produits-là qu'ils prennent pour désinfecter les machines. Et après, moi-même, à la maison, j'ai mon traitement aussi que j'applique. Pour les clients qui ont des boutons, derrière, voilà, comme les boutons, les trucs là. Tu viens, on prend une dans les machines, on prend un filet de coiffure, on enlève, on dépose là dans les machines. Tu peux partir avec, soit si tu peux acheter une machine, tu viens à ta machine. Pendant longtemps, cette maladie a été attribuée aux tondeuses mal désinfectées. Mais pour les spécialistes, c'est bien au-delà. C'est propre à une personne, c'est génétique, c'est constitutionnel. Chaque personne a une susceptibilité de développer cette maladie ou pas. Lorsqu'on se coiffe, lorsqu'il y a une irritation au niveau des pores, il se produit une inflammation qui va provoquer des nodules, des boutons durs, soit des pustules, des boutons avec pus, et une grosse inflammation. Et secondairement, lors de la cicatrisation, la cicatrice devient hypertrophique, c'est-à-dire que ça devient épais et généralement ça a une couleur différente de la peau normale, soit très claire, soit foncée. Selon ce dermatologue, le manque de soins des tondeuses et aiguilles utilisées dans ces salons peut aussi entraîner plusieurs autres pathologies. Pour les éviter, il y a des habitudes à avoir. Je les conseillerais dans un premier temps, d'éviter de se raser à ras, ceux qui en souffrent. Dans un deuxième temps, pour ceux qui en souffrent, il y a des produits qui permettent de limiter l'inflammation. 2, lorsque l'inflammation est là, il y a des gestes lorsque c'est encore possible. La cicatrice inesthétique est déjà développée. Malheureusement, on ne peut plus intervenir lorsque c'est vraiment très grand ou lorsqu'il faut intervenir, il faudrait un geste chirurgical. Donc, dans un premier temps, il faut se raser à ras. L'acné kéloïdienne affecte de plus en plus les hommes. Mais certaines coiffeuses, elles, préfèrent mettre à l'abri leurs clientes. Dans ce salon, chaque aiguille utilisée est désinfectée après utilisation. Avant de coiffer une cliente, on nettoie avec l'alcool, soit du javel. Au moins 2 fois comme ça par jour. Le matin, on peut faire. Maintenant, le soir, avant de partir aussi. Quand on laisse trop comme ça se rouille. Donc, pour ne pas que ça se rouille, on change les aiguilles à plusieurs fois. Malgré cela, pour certaines clientes, les perruques restent la meilleure solution. Je préfère les perruques parce que je les trouve pratiques. J'ai peur des tissages pour éviter des maladies. Les dermatologues rassurent, l'acné kéloïdienne n'est pas contagieuse. Mais les populations sont invitées à la prudence et à une consultation rapide en cas d'apparition des boutons au bas de la nuque. Et puis au Sénégal, la Cour d'appel de Dakar a condamné mercredi le député maire de la ville, Barthélémy Dias, à une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, dans le cadre d'un procès portant sur une affaire de meurtre datant de 2011. Ses avocats annoncent vouloir se pourvoir en cassation et dénoncent une injustice. Salif Yalekoué. La justice sénégalaise a confirmé mercredi la condamnation du maire de Dakar, Barthélémy Dias, à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, après son jugement en appel pour la mort d'un homme tué par balle en 2011 dans un contexte de violence politique. Les avocats du maire de la capitale depuis février, député et bouillante figure de l'opposition au président Macky Sall, ont exprimé leur intention de se pourvoir en cassation. En première instance, vous savez tous que M. Barthélémy Dias avait été condamné à une certaine somme d'argent, ce qui résultait du principe de la culpabilité qui avait été retenu, qui est encore confirmé parce que le dispositif est confirmé sur les aspects tenant aux dispositions pénales. C'est l'aspect civil maintenant qui a changé. Évidemment, ça ouvre un cas de pourvoi en cassation pour la partie civile. Bon, maintenant, pour nous-mêmes, je ne peux pas dire que nous nous félicitons de cette décision, puisque dans le principe,
On retient toujours que M. Barthélémy Diaz est coupable de coups mortels et qu'il est condamné à une peine de 2 ans, dont 6 mois ferme, qu'il a purgé d'ailleurs. On nous dit que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Non, la justice est rendue au nom des autorités, chefs de ces forces de l'ordre-là. On ne peut pas à chaque fois qu'il y a un procès ériger une ligne Maginot autour du tribunal et le bunkériser. Ce n'est pas possible et ce n'est pas admissible. C'est pourquoi le maire n'a pas pu venir. C'est rien d'autre que ça. Descendant du Parti socialiste affilié à la mouvance présidentielle, Diaz a tour à tour été élu maire de Dakar en janvier 2022 et député au mois de juillet sous la bannière de Yewwi Askan Wi, principale coalition de l'opposition. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Bonne suite de programmes sur NCI.